Bonjour, nous sommes vendredi 1er juillet, c'est l'été, donc c'est toujours extrêmement agréable de vous retrouver. Comme c'est l'été, eh bien, on vous le rappelle, mais on vous le rappellera aussi en fin d'émission, qu'à partir de la semaine prochaine, il n'y aura que deux briefings par semaine, les mardis et vendredis. Donc, ne vous connectez pas lundi prochain, ça sera mardi et vendredi jusqu'au 15 juillet. Et au 15 juillet, on arrêtera pour un mois et demi, sauf s'il y avait une urgence, quelque chose de très important. Et dans ces cas-là, on vous préviendra et on se reconnectera à n'importe quel moment pour vous faire part de la situation. Mais aujourd'hui, vous voyez, nous ne sommes que trois. Donc, Pavel est là pour vous faire sourire s'il y a besoin. Igor pour vous donner des analyses sérieuses et moi pour faire le modérateur entre les deux. Donc Arnaud n'est pas là parce qu'il est parti, je ne sais même pas où est Arnaud, il est en week-end je crois, mais il n'est pas à Mulhouse du tout, il est en week-end quelque part à côté de Moscou, mais il sera là la semaine prochaine de toute façon. Donc, Igor, c'est toi qui vas faire un point politique, économique, diplomatique. Donc, et je vois que tu as 15 pages, donc il a dû se passer des choses depuis mercredi. Absolument, Président, 18 pages en fait. Effectivement, je vais commencer par l'économie avec des annonces du côté de Gazprom qui, pour la première fois depuis 1998, ne va pas verser de dividendes à ses actionnaires. Le groupe prévoyait de verser 50% de ses bénéfices, ce qui ne sera donc pas fait, donc au titre d'une contribution exceptionnelle au budget fédéral à travers le mécanisme dit de NDPI, qui est l'impôt sur l'extraction des matières premières. Cette annonce a entraîné une baisse de 30% du titre lors de ses cotations à la bourse de Moscou. Le ministère du Développement économique a publié ses chiffres pour le mois de mai. L'économie russe a enregistré une contraction de 4,3% en glissement annuel. Il y avait déjà eu un recul de croissance de 2,8%, enfin moins 2,8% en avril. Toujours sur l'économie, M. Siluanov, ministre des Finances, s'est dit favorable à des interventions de la Banque de Russie afin de faire baisser le cours du rouble, qui, comme chacun le sait, est à un niveau très élevé, trop élevé même, et qui menace les équilibres budgétaires. Donc le mécanisme retenu, envisagé par M. Siluanov, serait l'achat de devises à des pays amicaux. Donc on envisage par exemple la monnaie arménienne, qui s'appelle le dram, ou la monnaie sud-africaine, qui s'appelle la rand. J'ai découvert ça, tu vois, je ne savais pas que c'était le drame arménien, je connaissais le drachme grec à l'époque, mais voilà. La question du retour à la règle budgétaire doit être discutée la semaine prochaine au sein du gouvernement, mais on sait d'ores et déjà que la gouverneure de la Banque centrale, Mme Nabiulina, et M. Reshetnikov, ministre de l'économie, ne partagent pas les approches ni les priorités de M. Siluanov, à en juger par les déclarations qu'ils ont faites ces derniers jours, notamment lors du congrès du RSPP, l'Union des entrepreneurs et industriels de Russie, qui s'est tenue cette semaine à Moscou. Donc à suivre. Sur l'actualité politique, le recteur de l'Académie russe de l'économie nationale et du service public près le président de la Fédération de Russie, mieux connu sous l'acronyme de RANEPA en français, M. Vladimir Maou, a été interpellé le 30 juin et assigné à résidence par un tribunal de Moscou jusqu'au 7 août. Il est mis en examen dans le cadre d'une affaire de détournement qui implique d'autres personnes comme Mme Rakova, par exemple, qui était l'ancienne vice-ministre de l'Éducation. Pour information, M. Maou n'est pas n'importe qui, loin de là, puisqu'il était notamment celui qui a écrit le programme économique de Vladimir Poutine en 2020, avec l'aide notamment de l'ancien recteur du Haut Collège d'économie, au Vishka, M. Kouzminov. Par conséquent, c'est quand même quelqu'un qui a une certaine surface et donc qui est arrêté. Le numéro 2 de l'administration présidentielle, dont on a déjà parlé ici, M. Kirienko, dont on pense qu'il est désormais le nouveau curateur du dossier ukrainien au sein de l'administration présidentielle, s'est rendu le 30 juin dans la ville de Kupiansk, dans l'est de la région de Kharkov. Donc, puisque l'armée russe contrôle une grande partie de l'oblast de Kharkov et s'est même rapproché maintenant une dizaine de kilomètres tout au plus du centre-ville de Kharkov. Donc, première visite de Kirienko dans cette partie-là des territoires contrôlés par la Russie en Ukraine.
Dernière information politique, la Douma a adopté, on en parlait l'autre jour, le nouveau texte donc, sur le contrôle des agents de l'étranger, une version, j'allais dire, revisitée et mise à jour d'une texte de loi qui existe déjà. Le texte stipule notamment que toute personne recevant un soutien depuis l'étranger ou se trouvant sous influence étrangère, je cite, peut être considérée comme agent étranger, et il prévoit également la constitution d'un registre de personnes affiliées aux agents de l'étranger. Alors j'ai le texte sous les yeux, président, je l'ai imprimé s'il y a des questions, notamment sur la notion d'être sous influence, etc. Tout est expliqué de manière à peu près, j'allais dire, détaillée dans le texte de loi que j'ai pris sur le site de la Douma. Au niveau diplomatie, sur le processus diplomatique, donc on a eu ces jours-ci la visite du président indonésien, M. Widodo, d'abord à Kiev le 29, puis à Moscou le 30. M. Widodo, donc, qui, dans le pays, l'Indonésie, est à la tête du G20 jusqu'à la fin de l'année, G20 qui se tiendra à Bali les 15 et 16 novembre prochains. Il est arrivé à Moscou, manifestement, porteur d'un message de la part de M. Zelensky pour M. Poutine, mais on a appris dans la journée, lors du point de presse de M. Peskov, porte-parole du Kremlin, que ce n'était pas un message sous forme écrite. On ne sait pas quelle est la teneur de ce message, mais visiblement, voilà, il a tenu à faire au moins la navette pour apporter donc des nouvelles de M. Zelensky à M. Poutine. Sur le terrain, j'allais dire, je vais commencer par les informations autour de l'île aux serpents. Alors, c'est des informations de nature militaire, mais il n'y a rien de très, très extraordinaire non plus. Tout a été déjà écrit et dit à ce sujet-là. Donc, le ministère russe de la Défense a annoncé hier le retrait de la garnison russe qui était sur l'île aux serpents. Ce retrait présenté comme un geste de bonne volonté par le ministère de la Défense. Il intervient concomitamment à deux autres faits d'actualité qu'il convient de rappeler. Tout d'abord, un échange de prisonniers qui s'est tenu avant-hier, 144 contre 144, qui a été présenté par le ministère russe de la Défense comme le résultat d'une décision arrivant directement du Kremlin, d'une part, et d'autre part, la déclaration faite hier par M. Poutine quant au but final de l'opération spéciale, à savoir la prise de contrôle du Donbass et la création de conditions de sécurité idoines pour la Russie. Alors l'îlot serpent, pour rappel, c'est, vous savez, c'est plutôt un îlot, voire certains diront un rocher, qui est au large de l'estuaire du Danube, qui a été pris par les forces russes très rapidement dès le début des hostilités en février. Les Ukrainiens ont tenté à plusieurs reprises au cours du printemps, à travers divers assauts aéroportés par la mer, etc., d'en reprendre le contrôle, mais ils n'y sont jamais parvenus. Et depuis le mois de mai, depuis l'arrivée de systèmes d'armement plus performants livrés par les Occidentaux, de l'artillerie, des missiles, ce rocher a été bombardé de manière quasiment constante, si bien que probablement les positions de cette garnison étaient intenables. Par conséquent, il a été décidé de l'évacuer, de ce rocher. Maintenant, il y a peu de chances que les Ukrainiens décident de s'y réinstaller et décident de casemater, parce qu'à leur tour, ils risqueraient d'être pris pour cible par des missiles de croisière russes. Donc, à suivre. Cela dit, ça peut avoir un impact sur le dossier des céréales et de l'évacuation des céréales des ports ukrainiens, puisque par sa position, cet îlot menacé quelque part, en tout cas, se trouvait non loin des lignes maritimes qui permettaient d'arriver à Odessa, et ce qui faisait dire aux Ukrainiens que les Russes pourraient tenter quelque chose à l'occasion de cette éventuelle et encore hypothétique mission d'évacuation des céréales d'Ukraine. Sur Kaliningrad, on l'avait évoqué en filigrane mercredi, mais un compromis semble bien avoir été trouvé au sein de l'Union européenne pour permettre la reprise du fret terrestre depuis la Russie vers l'exclave russe à travers la Lituanie. Alors, la base, la réflexion, la logique de ce mécanisme serait que d'exempter des sanctions européennes les mouvements de marchandises entre la Russie et Kaliningrad au motif qu'il s'agit non pas de déplacements internationaux ni de commerce international, puisque ça va d'une partie de la Russie à une autre partie de la Russie, et qu'à ce titre-là, ce n'est donc pas du commerce international, et que par conséquent, ce fret ne doit pas être frappé par les sanctions européennes. Ce transit, on le sait, a été interrompu par Vilnius il y a quelques jours. Vilnius qui affirme appliquer à la lettre les sanctions européennes, notamment le dernier paquet de sanctions et le 6e paquet de sanctions. Cela dit, pour Vilnius, évidemment, l'enjeu, c'est que ce mécanisme pourrait être interprété comme un signe de faiblesse de la part des Russes, et ce à quoi les Lituaniens, évidemment, ne veulent pas se prêter.
Il faut savoir qu'en l'état, si aucun compromis n'est trouvé, le transport de ciment et d'alcool vers Kaliningrad par voie terrestre sera interdit à compter du 10 juillet, donc dans 10 jours, et celui de charbon et de produits dérivés du pétrole sera interdit à compter de décembre. Donc, en fait, on va quand même monter, j'allais dire, en gamme sur les marchandises interdites, ce qui évidemment risque de créer des tensions qui sont déjà très très élevées autour de ce dossier. Le chancelier allemand Olaf Scholz, le 30 juin, a par ailleurs appelé à lever rapidement les sanctions sur le fret entre Kaliningrad et la Russie en expliquant qu'il s'agissait de transport de marchandises entre deux parties de la Russie et que par conséquent, les sanctions n'avaient pas lieu d'être appliquées dans ce cas précis. Bulgarie, Moscou. Alors, vous savez que la Bulgarie a annoncé l'expulsion de 70 diplomates russes sur les 140 qui se trouvent à l'ambassade de Russie à Sofia. Moscou exige de Sofia que la décision d'expulser ces 70 diplomates soit annulée. Un ultimatum a été formulé par la Russie qui laissait jusqu'à aujourd'hui midi à la Bulgarie pour revenir sur cette décision, au risque, je cite, que des mesures radicales soient prises par la partie russe qui envisage d'aller jusqu'à la rupture des relations diplomatiques. Évidemment, la Bulgarie a rejeté l'ultimatum et maintenu sa décision. On ne sait pas pour l'instant encore ce que va faire la Russie, mais il y a fort probable que les relations diplomatiques ne soient non pas suspendues, mais purement et simplement rompues à l'initiative de la partie russe. Enfin, sur la Turquie, souvenez-vous, je vous avais parlé, on se demandait finalement quelle avait pu être la contrepartie pour les Turcs d'accepter l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN. Je vous avais dit que quand j'avais lu le texte de l'accord trilatéral, moi, il n'y a rien qui m'avait spécialement frappé. Bon, on sait que les pays nordiques vont manifestement expulser quelques dizaines de personnes demandées par la Turquie, mais on comprend bien que ce n'est pas suffisant. Et je vous avais attiré votre attention sur le fait que messieurs Erdogan et Biden devaient avoir un entretien bilatéral en marge du sommet de l'OTAN. Et c'est ce qui a eu lieu. Et lors de en tout cas à l'issue de cet entretien, on a appris que la Turquie allait recevoir de nouveaux chasseurs F-16 de la part des États-Unis. Donc c'est là que moi je tendance à voir quand même ce qu'on appelle un trade-off, ou en tout cas une compensation. Et président, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Formidable. L'île aux serpents, tu disais que les Ukrainiens n'allaient pas le reprendre probablement, mais en quoi ça facilite la sortie des bateaux de blé? Parce que c'est juste, ils sortiront si les Russes veulent bien qu'ils sortent. Oui, c'est sûr, parce que de toute manière, la Russie conserve de toute manière de facto le contrôle des accès aux ports ukrainiens, c'est certain, mais c'est plutôt interprété comme un geste qui va dans le sens d'enlever une difficulté, en tout cas perçue comme telle par les Ukrainiens, supplémentaire pour permettre, j'allais dire, ce deal autour, qui manifestement est en train d'aboutir, encore une fois. Je vous rappelle ce qu'on disait lors des séances précédentes au sujet de déclaration de M. Gutiérrez, secrétaire général de l'ONU, à ce sujet-là. Donc moi, j'interprète comme un geste qui va dans le sens d'un apaisement relatif, mais quand même sur ce dossier. Donc c'est un geste aussi envers la Turquie, mine de rien, parce que je rappelle que la Turquie se positionne comme principal broker dans cet accord sur les céréales, qu'elle affirme qu'il y a un centre de coordination qui a été créé à Istanbul, qui doit avoir une conférence à Istanbul à ce sujet, quadripartite, Russie, Ukraine, ONU, Turquie, dans les jours qui viennent. Donc c'est un geste aussi de la Russie quelque part à l'égard de la Turquie, puis c'est aussi un geste à mon avis qui va résonner jusque vers les pays qui attendent avec impatience ces céréales en Afrique, au Moyen-Orient. La Russie pourra toujours dire, bah voilà, nous on a évacué l'île aux serpents, c'était un point d'abcès supplémentaire et de tension dans cette partie-là où il y a déjà des difficultés. Donc, je suis d'accord que c'est pas ça en soi qui empêchait, si tu veux, la mise en place d'une opération, mais ça va quand même dans le sens d'alléger un peu la tension sur ce dossier-là. D'accord. On nous demande pourquoi ça s'appelle l'île aux serpents. Parce qu'il y a beaucoup de serpents. Non. Regardez, c'est un îlot, hein, c'est tout petit. Hein. Ouais. Mais c'est comme ça que ça s'appelle. Mon intuition, c'est que ça remonte à l'époque de la mythologie grecque, etc. Il doit y avoir des choses. Voilà. Il y avait beaucoup de serpents à l'époque de l'Antiquité. Voilà, nous dit-on. Alors la question suivante, c'est que sont devenus les serpents? Donc on ne sait pas. Voilà. Ils sont partis. Tu as parlé de Kaliningrad aussi. Ouais. On nous demande combien d'esclaves dans cette enclave. Alors, esclaves, je ne sais pas, mais il y a 1 million de personnes qui vivent à Kaliningrad, ce ne sont pas des esclaves. Mais il y a 1 million de personnes à Kaliningrad, en gros, qui habitent entre la ville même de Kaliningrad, Baltisk et toute cette zone-là. Ça représente un peu de monde quand même.
on a plus de questions politiques là. On a enfin, si on nous demande quelles sont nos prévisions concernant le cours du rouble, alors ça. Non, on n'a pas vraiment de prévisions, mais disons qu'il y a des prévisions qui avaient été établies, si je ne dis pas de bêtises, il y a environ un mois de ça, au cours du printemps, par la Banque centrale de Russie. Mais je pense que même maintenant, ces prévisions-là sont même maintenant périmées, parce que personne ne s'attendait à ce que le rouble soit coté à 50 pour un euro ces derniers jours. Donc, ce qui est certain, c'est que les dernières annonces, notamment sur, par exemple, la possibilité de virer désormais jusqu'à $1 million pour les personnes à l'étranger et d'autres mesures qui ont été annoncées récemment ont permis au rouble, j'allais dire, de se rééquilibrer un petit peu. Mais est-ce que ça va durer dans le temps? Je ne sais pas. Il y a toujours énormément de devises euro-dollar qui sont, entre guillemets, capturées en Russie, qui ne peuvent pas partir, et donc ce qui fait flamber le cours du rouble de manière artificielle. Et justement, quelles mesures souhaite mettre en place le gouvernement pour influer? Donc, il y a cette mesure de libéralisation des virements, mais il y en a d'autres encore? Celle de Siluanov que j'évoquais, qui veut en gros que la Banque centrale agisse plus. Donc, est-ce que c'est une baisse du taux directeur? Est-ce que c'est de les ventes tant qu'on puisse encore les vendre mais là, l'idée, c'est d'acheter des devises des pays amicaux. Donc, on parlait de la devise arménienne, devise sud-africaine, pourquoi pas des roupies d'Inde, etc., pour diversifier et pas avoir que des dollars, de l'or ou des euros qui sont extrêmement valorisés, on va dire, mais avoir d'autres monnaies pour baisser le cours du rouble. Voilà, c'est une mesure envisagée, mais comme je l'ai dit, Mme Nabiullina manifestement n'est pas d'accord, et Monsieur Reshetnikov non plus ne partage pas cet avis-là. Donc il y a débat, comme on dit, encore. On a parlé de tensions autour des îles Spitsberg, également avec la Norvège. Ouais. Alors en fait, ce qui s'est passé, il s'est passé que il y a sur les îles Spitsberg des Russes qui travaillent, des pêcheurs, des mineurs, ce que vous voulez. Et il y a un mécanisme qui existe depuis des années et des années entre la Russie et la Norvège, en vertu duquel la Russie ravitaille cette île. D'abord par une route qui part de Mourmansk, qui rentre en Norvège, parce que vous savez que la Russie et la Norvège partagent une frontière là-haut dans l'extrême nord, très très courte, quelques dizaines de kilomètres, mais quand même, qui va dans une route terrestre de Mourmansk jusqu'à Tromsø. Tromsø, les camions chargeaient leur cargaison de ravitaillement sur des bateaux qui partaient ensuite au Spitsberg. Bon, c'est une route comme ça sur laquelle les Russes et Norvégiens s'étaient entendus depuis belle lurette. Les tensions, pourquoi? Parce que dernièrement, les convois russes qui partaient ont été saisis interdits de passer, par les Norvégiens au motif des sanctions européennes qui interdisent l'entrée des poids lourds russes sur le territoire de l'Union européenne. La Norvège n'est pas dans l'Union européenne, mais elle applique les sanctions néanmoins émises par l'Union européenne. Donc, ce qui a évidemment provoqué la fureur des Russes, qui explique que les populations sont prises en otage là-haut, etc. Ce à quoi les Norvégiens rétorquent: vous avez qu'à les ravitailler directement en bateau depuis Mourmansk où vous voulez et envoyer des choses, ce qui est tout à fait possible. Donc oui, ça a créé des tensions sur Russie, Norvège sur ce dossier-là. Pour l'instant, on en est là, mais une fois encore, si les Russes veulent ravitailler directement ces îles-là, il n'y a aucun problème, ils ont les bateaux, ils peuvent le faire. Mais évidemment, se voir la frontière fermée avec les poids lourds, ça fait ressurgir toutes les tensions qu'on voit sur Kaliningrad, d'ailleurs dans un autre registre, et sur l'application des sanctions. Alors, une question complètement différente. Un directeur général d'une entreprise française à Moscou qui est à la Rosbank nous dit qu'il ne peut plus envoyer sa paye en euros à sa banque en France. Alors, Pavel vous propose de lui envoyer, mais elle nous demande, dois-je changer de banque? Comme conseillez-vous? On me dit que la Raiffeisen et Unicredit cherchent à se retirer du marché russe, c'est ce que j'entends aussi, mais je ne peux pas vous le garantir. Reste Gazprom Bank qui sera certainement la dernière banque russe à ne pas être soumise aux sanctions. Est-ce qu'une banque française, le Crédit Lyonnais, acceptera mon versement de Russie par Gazprom Bank? Le Crédit Lyonnais, il faut voir avec votre agence. Ce n'est pas la banque, hein, c'est toujours votre agence. C'est quelque chose que j'ai souvent dit ici, mais c'est les personnels dans les agences
qui ne sont absolument pas au courant des sanctions, qui savent une chose, c'est la Russie est sous sanction, donc ils bloquent toujours tout. Alors que c'est absolument faux, la Russie n'est pas sous sanction, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et les virements ont parfaitement le droit d'avoir lieu. Donc si vous tombez sur quelqu'un informé, il vous laisse faire votre virement. Si vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas informé, il vous le bloque. Donc il faut bien aller voir l'agence et ne pas hésiter à faire remonter au niveau régional votre demande si jamais elle est bloquée. Mais par ailleurs, vous ne pouvez plus envoyer d'euros en France en ce moment, c'est terminé. Mais aucune banque n'enverra des euros. Vous ne pouvez même plus garder d'euros dans votre banque aujourd'hui. En fait, ce qu'ils font pour être sûr que vous ne gardez pas des euros, c'est qu'on vous prélève des frais. La banque Tinkoff prélève 10 euros par jour sur tous les comptes en euros. Voilà. Il y a un problème avec les euros. Donc, ce qu'il faut, c'est changer en dollars et envoyer des dollars. Parce que vous pouvez toujours envoyer des dollars et ça, vous pouvez le faire de la Rosbank. Ça vous oblige à avoir à faire des conversions et évidemment avoir des frais de conversion. Mais c'est à peu près la seule façon aujourd'hui d'arriver vraiment à faire des virements en France parce que en euros, c'est à la date d'aujourd'hui, en tout cas, c'est pas possible. Ça reprendra peut-être plus tard, mais à la date d'aujourd'hui, c'est pas possible. Donc voilà. Une autre remarque, on n'a plus de questions après, mais une autre remarque, quand on me demande à quel point la Russie est grande, je rappelle qu'elle a une frontière terrestre avec la Norvège et la Corée du Nord, ça c'est vrai. C'est une bonne remarque. Avez-vous eu l'occasion d'analyser le texte définitif de la loi sur les agents étrangers comme promis? Ce que je disais, donc j'ai le texte sous les yeux que j'ai repris du site de la Douma en fait. Bon, l'analyse, je ne vais pas vous la faire, mais en gros, quelle est l'idée sur qui est concerné par ce texte, qu'est-ce qu'on entend par agent de l'étranger et qui n'est pas considéré par agent de l'étranger. Bon. D'après ce texte, les agents de l'étranger, excusez-moi, sont les entités juridiques, qu'elles soient étrangères ou russes, et indépendamment de leurs raisons sociales, que ce soit des OOO, de ce que vous voulez, etc., peuvent tomber sous le coup de cette loi. De même que les personnes physiques, indépendamment de leur citoyenneté, peuvent également être concernées par ce texte. Sont considérés donc ensuite comme agents d'étranger, comme on fait quelque part pour être ensuite frappé du sceau d'agent d'étranger, c'est si jamais on reçoit un soutien de la part de l'étranger, un soutien, j'allais dire, financier, ou si jamais on est considéré comme étant sous influence de l'étranger. Donc à la fois, il y a le lien matériel, financier, mais même s'il n'y a pas ce lien matériel, si les autorités considèrent qu'il y a un lien d'influence immatériel, en quelque sorte, aussi, eh bien, on est considéré comme pouvant tomber dans cette catégorie-là dès lors que l'on se livre à des activités qualifiées de politiques en Russie. Alors, pour l'aspect sous influence, il y a une définition qui est donnée. Hein. C'est finalement lorsqu'il y a une source étrangère de soutien, d'une part, ou d'autre part, donc soutien politique, hein, par exemple, hein, ou d'autre part, si jamais la personne, l'entité ici visée, est sous influence, c'est-à-dire sous la forme de coercition, ou si jamais elle a été convaincue, manipulée, etc., là aussi, il y a donc un lien qui est établi, et par conséquent, on est susceptible d'être qualifié d'agent de l'étranger. Évidemment, pour le soutien matériel, c'est pas très compliqué, hein, c'est soutien financier ou toute autre forme de soutien matériel ou d'avantages économiques qui permettent de réaliser ces activités dites politiques. Qui n'est pas considéré comme agent de l'étranger? Il y a des exclusions qui sont clairement nommées. Il y a évidemment les organes publics du pouvoir fédéral, les compagnies d'État, les corporations d'État, etc. Ça, c'est pas surprenant. Les organisations religieuses ne peuvent pas être considérées comme agents de l'étranger. Les partis politiques, mais également les chambres de commerce et d'industrie qui ne peuvent pas être considérées comme agents de l'étranger. Cela dit, je renvoie à la première définition, à savoir la forme juridique peut servir de support pour être également agent de l'étranger. Voilà. Pavel, sur cette loi sur les agents de l'étranger, en quoi cela peut-il nous créer des problèmes? Enfin, je parle pour les entreprises françaises. Et tu te souviens qu'on avait une question sur les individuels. Est-ce que ça concernait les individuels aussi? Oui, alors la réponse est oui, ça concerne également, ça peut également concerner les individus, pas simplement les personnes morales.
La principale contrainte que fait peser cette loi, c'est plus un projet de loi, c'est un contrôle beaucoup plus assidu, beaucoup plus contraignant de la part de toutes les autorités de tutelle qui sont pléthores en Russie, contrôle dans tous les sens, fiscaux, inspection du travail, obligation de délivrer beaucoup plus de rapports, en soi, ça ne limite pas le champ d'activité, mais d'un point de vue psychologique, c'est également quelque chose qui est ressenti comme infamant, non pas tant pour les employeurs, mais pour les employés, pour les personnels qui travaillent pour un agent de l'étranger. C'est quelque chose qui peut les suivre sur l'ensemble de leur carrière, puisque ça sera inscrit sur leur livret de travail. Donc, en soi, ce n'est pas le fantôme d'une incarcération qui plane, c'est plutôt le fait d'être perçu comme une organisation et comme une personne, puisqu'il est encore une fois question de personnes physiques de seconde catégorie. Merci Pavel. La fermeture du centre Gogol a eu un impact assez fort. Voit-on une certaine répression dans les milieux culturels libéraux? Le théâtre, oui, le théâtre Gogol, effectivement. Bon, c'est un coup de plus, si vous voulez, dans la, j'allais dire là. C'est un coup de plus, ouais, dans la galaxie entre guillemets libérale, ou ceux qui sont associés aux libéraux du système d'une manière générale, mais au sens qu'on prend une assiette très large. Hein. Je parlais tout à l'heure de M. Mahou. M. Mahou, donc le recteur de la RANEPA, qui, comme je l'ai expliqué, était loin d'être quelqu'un qui était juste un recteur, puisqu'il a écrit le programme économique du président en 2020. Lui qui est arrêté aussi, c'est un coup porté un peu à ceux qu'on qualifie de libéraux du système. Donc le centre Gogol, ça va un peu dans le même sens. Donc on voit que je dirais que oui, il y a quand même un resserrement, pression qui est exercée sur certains milieux qu'on peut considérer comme n'étant pas suffisamment éventuellement loyal au système. Voilà, maintenant, il y a peut-être aussi des gens qui en profitent pour régler des histoires, des comptes qu'ils ont envie de régler depuis longtemps, et le contexte aujourd'hui s'y prête mieux pour entreprendre des actions en justice ou ressortir des dossiers pour entreprendre des actions en justice. Existe-t-il un risque d'extension à la mesure du décret relatif aux actifs de Sakhaline sur d'autres entreprises ou secteurs d'activité? Il faudrait rappeler ce qu'est ce décret. Tu vois de quoi il s'agit? On ne voit pas de quoi il s'agit. Non, mais à Sakhaline, en gros, bon, ce qui se passe, c'est projet de GNL là, donc. C'est pas net GNL, mais donc, je vois pas le. Bon, il y a Shell. Ouais. L'entreprise majoritaire, évidemment, c'est l'entreprise russe. Il y a Shell qui a, je ne sais plus combien, peut-être 28% des parts. Et il y a ensuite deux entreprises japonaises. Ils sont tous les trois actionnaires minoritaires. Shell et les deux japonaises. Donc il y a Mitsui et il y a Mitsubishi qui sont dedans. Bon. Visiblement, l'une des possibilités qu'on peut envisager, c'est qu'il y ait une partie de ces actifs qui soit transférée à des entreprises chinoises. Qui vont être associés donc au développement de ce projet énergétique en Extrême-Orient. Mais pour l'instant... Et c'est pas une nationalisation contrainte et forcée, Shell a annoncé son départ. Ouais, Shell a annoncé son départ, mais il faut qu'il cède, c'est pas encore fait, en dernière nouvelle, me semble-t-il. Et les Japonais, aux dernières nouvelles, moi je crois qu'ils comptent encore rester. Ils ont clairement fait comprendre qu'ils comptaient rester, les Japonais. Alors, les Japonais, j'en sais rien, mais Shell a fait part de son départ. S'il part, ils vont forcément devoir donner leurs actions. Voilà, et l'idée, pour les Russes, à mon avis, c'est de redonner ces actions plutôt une entreprise chinoise. Oui, d'accord. Alors, je reviens 2 minutes sur les euros dans les banques, parce que on nous dit deux choses. Nicolas qui nous dit que d'abord sur les dépôts en euros de moins de 25 000 euros à la Rosebank, aucun frais de garde n'est prélevé. Attention parce que tout dépend des montants, mais cela change d'une banque à l'autre. Hein. Et par ailleurs, Nicolas nous dit ici qu'on peut envoyer des euros, mais à hauteur du salaire reçu dans les 30 derniers jours. Et si celui-ci dépasse 10 000 euros au jour de réception sur le compte, on peut appliquer le taux de la Banque centrale et le coût, c'est 2% de la somme à la Rosebank. Donc, il y a un prélèvement de 2% de la somme à la Rosebank pour la conversion du rouble en euros.
Et vous pouvez envoyer votre salaire dans les 30 jours. Si vous ne l'avez pas fait, on se retrouve donc avec difficulté d'envoyer, de faire un virement en euros. Mais il y a plein de problèmes avec les virements en euros. Alors sur les euros, il y a encore une information, mais je le rappelle, mais je pense qu'on l'avait déjà évoqué. Vous pouvez, si vous voulez retirer ces devises, je parle bien des euros, hein, vous pouvez les retirer uniquement les euros qui étaient sur votre compte de dépôt avant le 9 mars. Les euros que vous avez convertis après le 9 mars ne peuvent pas être retirés. Et étant entendu que vous devez, suivant la somme, aller commander en avance dans votre agence les euros parce qu'ils ne sont pas susceptibles d'avoir, ça dépend combien vous voulez retirer évidemment, mais d'avoir la somme avec eux au guichet. Mais il y a la date du 9 mars qui est importante puisque tout ce que vous avez converti après, donc avec évidemment des taux qui étaient intéressants après le 9 mars, hein, évidemment, ça reste bloqué sur le compte, ça ne peut pas être retiré. Va être retiré au guichet. Donc en liquide, après, il y a les virements, les choses que Manuel a évoquées, mais avec des contraintes que l'on connaît. Merci Igor. On n'a plus de questions. Alors on va passer la parole à Pavel qui va nous faire son petit briefing. Oui, je vais m'abstenir aujourd'hui de commenter. Alors même qu'Igor ait parlé de congestionnement et de glissement, je vais m'en tenir donc au rendez-vous de la semaine prochaine. Rendez-vous donc non plus 3 mais 2 fois, le mardi et le vendredi. L'heure par contre reste inchangée, 17h30 heure de Moscou, soit 16h30 heure de Paris, avec le même lien. Tout ce qui concerne la logistique, la douane, la sanction, les nouvelles législations, l'actualité de nos amis talibans, vous pouvez envoyer vos questions d'avance sur hotline@ccfr.ru et retrouver les briefings précédents en podcast sur notre chaîne Warla YouTube. Voilà. Les actualités de la CCI France-Russie sont également sur CCI France-Russie et les activités légales sur Légal CCIFR. Chers amis, tenez bon, excellente fin de journée et très bon week-end estival. Ce que vous ne savez pas, c'est que nous avons une censure très stricte à la Chambre et que toutes les blagues de Pavel ne se retrouvent pas sur le podcast. Donc, si vous voulez écouter les blagues de Pavel, il faut l'écouter en live. Voilà, mais bon week-end à tous. On est ravis de vous avoir retrouvés et on vous retrouvera donc mardi prochain. La CCIFR reste à vos côtés. Merci et au revoir.